Bonjour, bonsoir, merci de nous retrouver sur la télévision nationale d'Haïti. Notre invité ce matin, le représentant spécial adjoint du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, coordonnateur résident du système des Nations Unies, coordonnateur humanitaire, Bruno Le Marquis. Avec lui, on va évoquer l'apport du système des Nations Unies dans le pays. Monsieur Le Marquis, bonjour, bienvenue sur la TNH. Bonjour Lando, merci pour l'invitation. Moi, dit tout auditeur TNH, bonjour. Alors, vous avez une bonne connaissance du créole à ce qu'il paraît. Dégagez. Dégagez. Parfait. On fait tout effort. Parfait. Alors, représentant spécial adjoint BINU, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident, coordonnateur humanitaire, un pile chapeau. Eh bien, à quoi consiste le travail du coordonnateur résident du système des Nations Unies en Haïti? Donc, ça, nous relève le job, ça, c'est nous relève le trois chapeaux. Oui, parce que et dans tout pays, côté gain mission Nations Unies, donc mission maintien de la paix, mission politique, donc côté gain MINUSTA, gain 11 pays, côté gain monde qui gagne trois chapeaux ça yo. Raison d'être de poste ça, c'est pour faire en lien, en liaison entre toute agence Nations Unies, ça nous relève équipe de pays. En Haïti, gagne 18 agences pour y travailler ensemble, de coordonner intervention dans les efforts de développement, des efforts humanitaires, mais aussi il y a travail main dans la main avec mission maintien de la paix ou bien mission politique. Donc moi-même, c'est un petit genre de pont entre dimension politique, rôle des Nations Unies ici, dimension développement, dimension humanitaire. Pour qui ça est obligé de gagner un monde qui a occupé des affaires politiques et un monde des affaires développement? Donc ici en Haïti, tant que dans l'autre pays, côté gain mission, il y a un représentant spécial, secrétaire général. En Haïti, c'est Madame Lalim. Donc, il y a une section dans BINU qui a occupé des affaires politiques, appui PNH, etc. Mais c'est très important pour dimension politique, dimension paix et sécurité, pour le travail main dans la main avec développement. Donc, on nous connaît pas gain développement sans paix, pas gain paix sans développement. Donc, système Nations Unies, c'est pour tout pilier système Nations Unies travaille bien ensemble. Parfait. Maintenant, lien qui existait entre BINU et système en tant que tel. Bon, dans les Nations Unies, il y a plusieurs piliers. Il y a un pilier qui est les paix et sécurité. Donc, BINU lui rapporté à pilier ça, et ça avec un mandat de Conseil de sécurité. Après ça, ça nous aurait les piliers développement. Donc, c'est toute agence qui a supporté Agenda 2030, Objectif de développement durable. Il y a un pilier droits de l'homme qui est représenté ici. Il y a une section droits de l'homme qui fait partie, qui est intégrée dans BINU. Et puis, il y a toute action humanitaire sur l'autre côté des Nations Unies. Mais en fait, il y a un agenda commun ou bien il y a des activités parallèles? Ça nous relève ici, c'est une approche intégrée. Donc, il y a un pile bagaille qui fait ensemble. Tant qu'aussi, on prend tout effort des Nations Unies dans question réduction de la violence communautaire, état de droit, question gouvernance. Toujours il y a une action commune intégrée entre BINU et agences, tant qu'au PNUD, tant qu'au commissariat aux droits de l'homme, etc. Mais en plus, BINU, comme bureau qui a produit des textes, et fait des tweets, et à part ça, qui le travail concrètement sur le terrain que BINU fait? Donc BINU, grosse différence avec ça que tu es là avant. Oui, pendant 25 ans, tu as une mission de maintien de la paix. Tu as une force militaire, tu as en pile capacité d'expertise. Donc ça, c'était mission maintien de la paix. Dernière mission maintien de la paix, c'était les mini-justes. Tu as un MINUSTA, après ça, tu as un mini-juste. BINU, c'est une nouvelle ère pour les Nations Unies. Le Conseil de sécurité a décidé pour le finir avec mission de maintien de la paix, il a ouvert un petit bureau politique, essentiellement bons offices de la représentante spéciale du secrétaire général, avec appui aux autorités pour des processus, notamment pour des processus démocratiques. Donc c'est un appui conseil. Pas gain en pile capacité dans BINU pour programmation qu'on y a avec Agence Nations Unies. Il y a une certaine influence que le bureau a exercée sur la vie politique et sociale, économique du pays. Bon, BINU, c'est essentiellement un rôle de bons offices. Donc, c'est les bons offices, aider à appuyer certains processus démocratiques qui pour Haïtiens, qui pour fait pour Haïtiens. BINU, il est là pour appuyer ça. Comme coordonnateur humanitaire, qui est quand même en dedans, et BINU, qui ça travaille jusqu'à présent, depuis lors en Haïti? Depuis là depuis un an. Donc, on a un lien ça avec BINU pour assurer que l'agence travaille bien avec BINU, ça c'est une fonction.
L'autre deux gros fonctions de gain, c'est donc coordonnateur résident, ça c'est pour assurer que gain en coordination à toute agence pour appuyer en agenda de développement, et me parler sous ça. Et puis réponse humanitaire, c'est en bagaille, architecture humanitaire, c'est en bagaille qui allait plus loin que Nations Unies. Nous avons un écosystème humanitaire avec organisation non gouvernementale, nationale, internationale, et en pile partenaires humanitaires qui sont en coordination ça, et c'est moi-même qui est coordonnateur humanitaire, donc nous avons un réseau de partenaires humanitaires. Vous avez dit agent de développement, qui contenu nous agenda de développement ça? Bon, nous avons toute une série d'agences qui est active en Haïti, il y a 18, et puis nous avons tout relais agences qui ne sont pas physiquement présentes en Haïti, mais qui ont une expertise, donc agences qui travaillent sur questions de drogue et drug control, donc ils ne sont pas là physiquement, mais nous travaillons avec eux. Agence qui est basée à Genève, qui travaille sur questions commerce, qui est très important pour Haïti, nous impliquer tout. Il y a une commission économique et sociale pour l'Amérique latine. Bureau pour Haïti, c'est à Mexico, nous impliquer tout. Donc, il y a agence, ça nous les résidentes et agence non résidente. Agence résidente, bon, il y a 18, donc en pile à travail sur questions services sociaux de base, oui, services sociaux, tant que la santé avec OPS, OMS, tant que UNICEF sur une série de bagailles essentiellement autour de Timoun, UNFPA, FNUAP, une série de bagailles y compris santé maternelle et infantile, ONU Femmes pour questions droits femmes, PNUD qui a un mandat très large mais notamment mandat gouvernance, question lutte contre la pauvreté, un programme alimentaire mondial qui a un rôle très important spécialement dans une situation difficile ça. Ça nous les agences spécialisées, FAO pour agriculture, nous avons le BIT, Bureau international du travail, nous avons le PNUE pour question environnement. Donc c'est toute une série de bagailles. Si vous regardez ODDIO, il y a 17 ODDIO, il y a une agence qui travaille sur tout ODDIO. Et on prie l'agence... Là, vous nous parlez de ODDIO très certainement, mais agenda de développement, c'est nous qui définissons au niveau des Nations Unies, ou bien c'est deux conseils avec autorité, ou bien c'est autorité qui partagent ça au quoi qui t'a dû fait, et puis c'est sous base de ça, nous mettons d'accord sur l'agenda. Alors, dans tout pays dans le monde, Nations Unies a travaillé de concert avec le gouvernement. Il y a un processus de planification que nous avons avec le gouvernement, nous avons un cadre de développement qui est agréé avec le gouvernement. Nous avons l'acronyme en anglais, il est le UNDAF, donc c'est ça, cadre qui dit qui ça a fait avec le gouvernement. Récemment, depuis m'arriver, il y a une réforme globale du système des Nations Unies qui a une influence en Haïti tout. Récemment, ça n'a pas essayé fait. C'est pour nous concentrer, Action Nations Unies, sur une série de sujets. Nations Unies, il y a une petite tendance pour gagner de tous côtés. Donc, ça n'a pas essayé fait, c'est concentrer sur une série de sujets. Ça me relève ça, Jean m'expliquait ça, travailler moins sur les symptômes et les manifestations des problèmes, mais travailler sur cause qui crée déficit de développement, notamment en Haïti. Donc, nous avons parlé sur ça. Cause qui ça fait Haïti une instabilité chronique récurrente, qui ça fait Haïti un déficit de gouvernance, qui ça fait Haïti un déficit de développement, qui ça fait que l'agenda développement en Haïti a avancé, mais il a avancé en genre doucement. Donc, nous avons fait un pile de réflexion avec partenaires nationaux, société civile, gouvernement, secteur privé, sur qui dossier Nations Unies doit concentrer pour nous essayer, ce n'est pas nous-mêmes qui fait, nous essayer, faire plaidoyer, faire action pour appuyer le changement. Donc, je prends plusieurs exemples de ça n'a pas essayé fait. Qui ça qui crée situation ça? Une, c'est question historique. Je parlé sur conjoncture parce que question ça y est historique en Haïti. Il y a là depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une question de gouvernement gouvernement précédent, c'est une question... Et en fait, sur l'agenda, c'est les Nations Unies avec autorité qui mettent d'accord sur ça faire au pays. Voilà. Nous d'accord pour nous concentrer sur une série de bagages. Tant que le modèle économique haïtien, c'est un modèle économique essentiellement de rente. Ce n'est pas une économie qui a produit en pile richesse, ce n'est pas une économie qui a produit en pile emploi, c'est une économie... Le gâteau, si vous regardez ça, le gâteau économique haïtien, il est anti-genre limité et il n'est pas grossi, pas gain en pile croissance économique. Les 2 dernières années, croissance économique était négative. Ça n'a pas produit assez de richesses pour fournir emploi
tout jeune yo qui a bien sur le marché du travail, par exemple. Donc, qui j'en nous a fait, qui action qui était faite pour moderniser l'économie, ouvrir l'économie, transformer l'économie, pour qu'elle produise plus richesse, pour qu'elle produise plus emploi, pour qu'elle aille dans de nouveaux secteurs, y compris toutes les technologies de l'innovation maintenant. Il y a un pile d'opportunités en Haïti, il y a un pile d'idées, il y a un pile de richesses qui nous mettent énergie ensemble pour ouvrir l'économie. Ça c'est une. L'autre question, c'est ça me presque Marassa. C'est Marassa, c'est impunité, corruption. Impunité, corruption, historiquement, c'est un bagage qui l'a, c'est un bagage qui bloqué en pile bagaille dans le pays, c'est un bagage qui miner la confiance des citoyens, la relation entre les gouvernés et les gouvernants. Donc, c'est un bagage qui a une pile d'implication sur la vie quotidienne des gens, mais aussi le développement, par exemple, économique PIA. Si ou même si un investisseur étranger qui voulait investir en Haïti, on va garder une série de bagages, on va garder stabilité politique, on va garder stabilité macroéconomique, on va garder sécurité des biens, des personnes, des investissements, tout ça. Donc, dans le pays, côté gain, question impunité, corruption, on est là, avec implication sur la loi appliquée, question d'état de droit. Donc ça, c'est un domaine qui a un pile bagaille que vous faites. Troisième, c'est ça, l'appui aux politiques publiques. Il y a une politique publique qui existait en Haïti, il y a plusieurs qui étaient approuvées récemment en tant que sur protection sociale pour protéger les gens qui sont plus vulnérables, tant que sur les souveraineté alimentaire, sur question de sécurité alimentaire, il y a une politique publique qui existait. Qui j'en nous a fait pour nous travailler de manière très 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 coordonnée entre tous partenaires, autorités nationales, autorités locales, partenaires techniques et financiers, société civile, secteur privé, pour ensemble nous appuyer l'institutionnalisation de politiques publiques sérieuses. Il y a un pile aide qui arrive en Haïti, il y a un pile action qui fait en Haïti qui ont gens gaillé. On a fait projet, on a contourné politique publique, des petits projets. On a contourné politique publique, on a contourné institutions nationales, parce que bagaille n'est pas facile en Haïti. Donc, il y a une série de mauvaises habitudes, Mounioté prend, de tous côtés, nous tous sous le même bateau. Donc, dans les Nations Unies, nous avons une réflexion, au moins au niveau des Nations Unies, qui nous a aligné efforts nous, pour nous arrêter gailler de tous côtés, pour nous concentrer efforts nous, pour nous appuyer la mise en œuvre des politiques publiques. C'est ça, n'a fait Kounia, sur question protection sociale. Nous aligné 7 agences Nations Unies, 7 agences Nations Unies. Nous te prenons politique publique de protection sociale. Nous te discuté avec l'État, par exemple avec le ministère Affaires sociales et Travail. Nous gardons toutes composantes qui gagnent en politique ça, et nous gardons qui agence gagne expertise pour le cas appuyer ça. Il y a 7 agences qui gagnent expertise. Nous travaillons ensemble pour nous appuyer l'État et ses partenaires à institutionnaliser la politique. Là maintenant, nous entendons sur ça, nous allons le faire. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un diagnostic qui est fait, et sous base diagnostic, nous dit qu'il y a action qui doit prendre. Mais le résultat, toujours prend temps pour arriver. Blocage là, qui côté nous est situé, qui fait, malgré le diagnostic qui est fait, malgré des efforts, malgré des engagements qui prend, mais Haïti toujours été côté lié. Oui. Bon, pour moi-même, comme toujours dit, nous payer pour nous optimistes. On a fait le job, nous là, c'est pour nous optimistes, c'est pour nous faire tout ça nous capables pour nous essayer d'avancer. Situation pas facile, il y a un mauvais comportement qui te prend, il y a un pile problème dans le pays, mais nous pas un choix, c'est pour nous essayer d'avancer. Donc moi-même, dans Opinion PAM, une façon pour avancer, c'est pour nous faire plus effort, tous côtés, l'État, autorités locales, partenaires techniques, tout le monde, secteur privé, société civile, pour nous essayer de faire moins sous symptômes et manifestations des problèmes, mais pour nous travailler ensemble pour régler une série de causes. Si nous pas les nœuds gordiens, c'est un sac de nœuds. C'est pour nous essayer de régler quelques causes. Si nous prenons une situation humanitaire paysanne, ça, qui est très dégradée. Ça, c'est une manifestation de problèmes sérieux. C'est une manifestation. Donc, plutôt mettez en pile l'effort, en pile l'argent pour régler une situation humanitaire, et puis bon, si nous régler cause qui était créé problème humanitaire ça.
Parfait. Nous d'accord, et l'économie se porte mal en termes d'action pour le développement, que ça nous est capable de dire, le système des Nations Unies en Haïti, par rapport avec la réalité économique Haïti, je dis. Bon, c'est un cercle vicieux. Pas gain paix sans développement, pas gain développement sans paix, donc c'est un cercle vicieux. Situation que le pays a connaît depuis 2018, bon, il y a une situation chronique récurrente depuis très longtemps, mais depuis 2018, il y a une implication sur la situation économique, sur le cadre macroéconomique, sur plusieurs indicateurs qui pas très favorables, peut-être situation ça, 2018, 2019, 2020, renforcée par la pandémie. Inflation, la question de la gourde, le classement d'Haïti dans certains indices internationaux de développement économique qui continuent de descendre. Si on prend Haïti, qu'on y a pays 138e sur 140, 138e sur 140 pays au monde, sous ça nous relève Global Competitiveness Index, l'index de compétitivité globale. Si nous prenons l'autre indicateur, l'investissement direct étranger en Haïti a baissé les 2 dernières années. Depuis 2018, ça a baissé à cause de la situation. Donc, si même si on est investisseur, haïtien ou étranger, ou besoin de stabilité. Ou pas qu'à investir, c'est pas qu'à stabilité. Ou besoin d'horizon. Ou besoin de connaître s'il y a une stabilité politique, s'il y a une sécurité, s'il y a une sécurité des personnes, des biens, des investissements. Donc, il y a une corrélation directe entre stabilité en pays et développement économique. Mais qui est plus gros frein, et là nous-mêmes au niveau des Nations Unies, nous avons regardé la réalité souterraine, qui est plus gros frein à développement Haïti, malgré tout effort, en pile réunion internationale, en pile documents élaborés, mais résultat n'est pas arrivé. Qui est plus gros frein selon nous à développement pays? Donc, ça nous relève efficacité du développement. Ça, c'est un concept, efficacité du développement, impact du développement. Normalement, on a espéré en corrélation entre investissement qui fait dans le développement en pays, investissement domestique, investissement à travers l'aide, etc. Et puis, résultat, ouais. En Haïti, corrélation ça n'est pas élevée, bien il est faible. Donc, efficacité développement en Haïti, impact du développement en Haïti, n'est pas bon. Si nous prenons période depuis 1995, donc 25 dernières années, il y a un pile effort qui était fait en combinaison d'aide publique au développement, qui depuis, par exemple, les 10 dernières années, en moyenne, c'est $1 milliard américains par an qui viennent sous forme d'aide publique au développement. Plus $3 milliards à travers les rentrées d'argent de la diaspora. Ça, c'est un pile cop. Sous ça, nous avons rajouté tout investissement qui était fait pour mission maintien de la paix. Ça, c'est énormément d'argent également. Donc, il y a un pile investissement qui était fait. Malgré ça, si nous regardons derrière, il y a un progrès qui est fait, il y a quelques indicateurs sociaux qui sont améliorés, il y a une infrastructure qui est développée, mais bon an, mal an, en général, pas de corrélation entre montant investissement qui était fait et résultat. Donc, efficacité développement, efficacité aide en Haïti est faible. Pour moi-même, mon explication, c'est que nous pas régler cause toujours là. En pile d'investissement ça il y a sous symptômes, il y a sous manifestation des problèmes, mais cause fondamentale qui crée problème ça en Haïti, il n'y a pas fin réglé. Et c'est ça que je dit tout à l'heure, il y a une question Marassa, impunité, corruption qui l'a toujours, historiquement, ce n'est pas conjoncturel, c'est historiquement, il y a une question du modèle économique, population haïtienne a augmenté, migration des zones rurales vers les zones urbaines a augmenté. Plus de 100 000 personnes chaque année a entré dans Vilio, a quitté Morgno, pays en dehors, a dans Vilio, notamment Port-au-Prince. Donc il y a une pile pression urbaine, mais le gâteau économique, plus ou moins, gagne toujours la même taille. Après ça, il y a la question des politiques publiques, comme tu as mentionné, du pilotage par l'État des politiques publiques. Est-ce qu'il y a une volonté nationale, est-ce qu'il y a un alignement de tous les acteurs, y compris acteurs qui apporté aide, pour appuyer priorité nationale? Non, il y a un problème sous ça tout. C'est un cercle vicieux.
Parfait. Alors, quand on l'a regardé, aux Nations Unies ont une certaine influence, même influence certaine depuis plusieurs années en Haïti. Et regarde les résultats, même bon côté, ça, Nations Unies de le faire, les résultats ont laissé à désirer. Si je prends MINUSTA, c'est une mission stabiliser le pays, mais nous, je dis, quartier populaire, nous, et gangstérisation, nous, ça le bail, et qui ça a comme impact sur la sécurité pays. Alors, si on a essayé de comprendre présence des Nations Unies et échec, je dis, par rapport avec le développement haïtien, qui j'ai nous-mêmes nous tirer le son de ça, monsieur le marquis? Bon, non, ça, bonne question facile. Moi-même dis, nous tous dans le même bateau. Il y a un seul bateau, nous tous dans le même bateau. Chaque une responsabilité pareil. Chaque une responsabilité pareil. Oui. Mais résultat, parce que nous avons tous travaillé ensemble. L'État, société civile haïtienne, partenaires techniques et financiers, secteur privé, nous tous travaillons pour un seul objectif, c'est avancer PIA, faire développement PIA, avancer avec stabilité, etc. Nous tous travaillons sur ça, c'est l'objectif de tout le monde. Mais impact pas là. Donc nous tous gagnons responsabilité. Ou pas qu'à développer un pays, un pays pas qu'à développer, c'est lui-même qui peut développer lui-même. Oui. Avec aide qui vient de l'extérieur, des Nations Unies, bailleurs de fonds, mais à la base, c'est pays lui-même qui peut développer tête li. Donc, c'est pas on aide pas jamais développer aucun pays dans le monde, ça n'a pas existé. Donc, le leadership, l'appropriation, la volonté, etc., le pilotage, la planification, les priorités nationales, toute bagaille ça c'est pour y sortir Haïti. Ni MINUSTA, ni Agence Nations Unies, ni coopération bilatérale, ni aucun monde a remplacé ça. Donc si ça pas vraiment là, ou bien si ça n'a pas avancé qu'à un cas, c'est difficile pour partenaires extérieurs pour y transformer le pays. Mais est-ce que vous avez retenu une certaine leçon, une leçon à apprendre de l'expérience passée, qui t'a fait que nous ne pas récidiver ou bien ne pas aller dans le même sens ou qu'on allait en année antérieure? Direction Nations Unies à Pranconia, ça me t'a expliqué tout à l'heure, à concentrer effort nous sur COSIO, essayer de faire plaidoyer avec l'autre partenaire pour nous concentrer sur COSIO, pour nous essayer appuyer partenaires haïtiens pour nous régler problèmes qui créaient instabilité et déficit de développement, c'est plus gros leçon nous tirer. Il y a un pile effort qui était fait en Haïti qui adressait les symptômes et les manifestations du problème. Ça nous doit régler ces problèmes-là. C'est Haïtien qui pour régler les problèmes-là, mais les Nations Unies nous là pour aider ça. Si nous pas régler le problème, tant qu'on débat 3 exemples, impunité, corruption, respect de la loi, application des politiques publiques, modernisation du modèle économique, problème à prêter. Nous avons investi pendant de nombreuses années, problème à prêter. Est-ce que les interlocuteurs, est-ce qu'ils comprennent la démarche ça? Là, nous parlons avec eux, là, nous rencontrons, là, nous faisons part de ce que nous là. Sentiment de gain, c'est que c'est logique. Jean parlait là, c'est logique, et tout le monde trouvait c'est logique. Il y a un pile fatigue en Haïti. Les gens sont fatigués avec la situation. Les gens le pays a tourné en tigeon en rond. Les gens veulent le pays avancer. Donc que ce soit décideurs haïtiens, leaders haïtiens, ils veulent le pays avancer. Que ce soit secteur privé, ils ont bouqué, tout le monde bouqué. Que ce soit partenaire technique et si vous-même ou un partenaire technique et financier. Chaque année, on investit 50 millions de dollars, 100 millions de dollars. Après 5 ans, après 10 ans, on fait une étude d'impact où il n'y a presque pas rien qui change. Au bouquet. Mais on dit on veut les pays avancer. Mais les indicateurs montrent nous que pas rien cap marché. Comment vous voulez payer avancer et puis un pas marché, ou pas senti qu'il y a un effort qu'a fait pour bouger les lignes, monsieur le banquier? C'est pour ça nous tous besoin de travailler ensemble pour un changement de paradigme. Si nous utilisons même recette, même solution, nous avons essayé depuis 25 ans. Et nous voyons pas marcher. Et ça n'a fait demain, là nous lever demain, n'a pu utiliser même recette et n'a pas espéré en l'autre résultat. Ça n'est pas possible, ça n'est pas capable. Donc nous avons besoin de changer. C'est sa secrétaire générale adjointe Nations Unies, Madame Amina Mohamed,
Il est très très intéressé à Haïti. Il est vraiment impliqué, il a appuyé tout effort. Lirez ça en anglais, bon, on va essayer en français, ou en créole. Changer l'orthodoxie. Si vous avez fait un bagaille pendant 25 ans, oui, qui pas bail résultat. Pas fait encore. Pas fait encore. Essayons l'autre bagaille. Innover. Essayons l'autre solution. Essayons l'autre point d'entrée. Et peut-être on va gagner un meilleur résultat. Est-ce que c'est ça que les Nations Unies a fait jeudi? C'est approche ça, je dit. N'a pas essayé de concentrer effort nous sur une série de sujets que nous pensons y a cause partielle de problèmes payants. Et qui parle de responsabilité nous nous-mêmes nous gagnons dans arriver à faire ça nous souhaité à atterrir sur le terrain concrètement pour le développement du pays? Bon, c'est samedi, chaque monde a responsabilité pas depuis 25 ans. Donc, situation pays, manque de développement, déficit de développement, etc. C'est ce que j'appelle, on est tous dans le même bateau. On regarde les questions d'insécurité alimentaire, là, c'est quand même une menace réelle, je dis, environ 5 millions d'Haïtiens menacés. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Donc, situation humanitaire en 2021, les très dégradés, c'est un chiffre surprenant, très surprenant. Nous, ouais, depuis 2016, ces dernières années, que tu as eu un gros désastre naturel avec Mathieu. Donc, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, tu as eu 110% d'augmentation du nombre de personnes dans le besoin humanitaire. Alors que depuis 2016, ce n'est pas de gain, désastre naturel. Donc, augmentation ça, est à peu près entièrement due, à part quelques petites sécheresses, quelques petites tempêtes, etc., mais presque entièrement due à crise sociopolitique là. Augmentation besoins humanitaires. Si nous regardons voilà, donc pour année ça, nous avons 4,4 millions de monde qui ont besoin humanitaire. 4,4 millions de monde en 2021. Toutes 4,4 millions de monde, ça y est, il y a une insécurité alimentaire, ça nous relève niveau 3 et niveau 4. C'est échelle qui peut mesurer l'insécurité alimentaire. Si nous regardons l'insécurité alimentaire, année 2014, 2015, 2016, 2017, jusqu'en 2017, presque tout pays Haïti était dans niveau 2, qui est les stress. Donc stress, ça va. À partir de 2018, presque tout pays, tout territoire national là, virait dans niveau 3. À partir de 3, c'est crise. À partir de 2019, 2020, 2021, presque tout pays dans niveau 3, dans niveau 4. 4, c'est niveau urgence. Donc, il y a 1,2 million d'Haïtiens qui n'ont grand goût, niveau urgence. Niveau 5, pas existé en Haïti. Niveau 5, pas de jam déclaré en Haïti, c'est ça nous aurait les famines. Donc, pas de famine en Haïti, mais il y a 1,2 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire d'urgence. Donc, moun sa yo, sous 4,4 millions de monde que nous avons identifiés qui ont un besoin humanitaire, il y a 4,4 qui ont besoin de sécurité alimentaire, il y a tout chiffre là, il y a 3 millions qui ont besoin en santé, besoin d'urgence en santé, il y a 3,8 millions qui ont besoin de l'eau, assainissement, il y a 1 million qui ont besoin de protection, donc c'est le monde qui a risque, c'est risque d'abus sexuels par exemple, c'est risque de violence, c'est migrants qui étaient tournés, monde qui étaient tournés de République dominicaine, et en série de monde qui a risque. Il y a 800 000 petits monde qui ont besoin d'urgence en éducation. L'éducation, c'est un secteur qui était très affecté durant le pays LOC, combiné avec la pandémie Covid. Donc tout le monde ça y est, nous avons une identification besoin. Ensuite, plan de réponse humanitaire nous est lancé en mars. Dans 4,4 millions de monde ça y est, nous avons identifié 1,5 million de monde qui sont plus vulnérables. Oui. Mais nous localisons dans qui partie dans le pays? Alors, plus gros besoins humanitaires, il y en a toute péninsule sud, donc Grand Anse, Nip, sud, sud-est, département de l'ouest, nord-ouest, nord-est. C'est là qu'il y a un plus gros besoin humanitaire. Après ça, donc ça c'est 4,4 millions de monde. Mais plan humanitaire, plan de réponse humanitaire, nous prenons seulement monde qui est plus vulnérable, c'est 1,5 million. Donc plan
ambition pas nous, c'est pour nous apporter en aide sous 1,5 million de monde. Nous t'ai sélectionné 1,5 million. Nous t'ai prend tout le monde qui est en insécurité alimentaire d'urgence extrême et monde qui a plusieurs vulnérabilités combinées dans 65 communes d'Haïti. 65 communes d'Haïti. Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui vivent, je dis, avec moins passé $1 américain chaque jour? C'est des gens qui vivent avec moins passé $1 américain chaque jour? Bon, c'est des gens qui sont dans l'extrême pauvreté. Oui. Il y a 25% de la population haïtienne vit dans pauvreté extrême. Donc tout le monde, ça y est dans la catégorie ça. Parfait. Même qu'on est les Nations Unies, c'est des donateurs au coup de main pour pallier la situation, pour t'accompagner nous dans le plan et réponse nous. Mais jusqu'à présent, il y a un cordon boucheux par les déliés. Qui ça difficulté qui fait que malgré nous lancer appel, même pas arriver à jouer une réponse que nous attendons? Alors, si nous regardons les dernières années, anti-historiques, en général, en moyenne, appel humanitaire en Haïti est financé à hauteur de 30%. 30%. Donc ça pas suffisant. Donc année ça, nous avons un appel de 235 millions de dollars. Nous espérons que nous avons besoin de plus que le 30% historique. Combien nous demandez? 235 millions de dollars. Donc on a fait tout effort qui est possible pour nous faire plaidoyer, pour nous dépasser 30% que nous avons joint 2016-2017, les dernières années. Situation difficile mondialement, donc on nous connaît, il y a une pandémie globale, il y a une pression fiscale sur bailleurs de fonds, donc y compris la CAIO. Donc c'est une situation assez particulière. Et ensuite, il y a une série de conflits au niveau mondial qui prend en pile ressources humanitaires, donc crise au Yémen, donc crise dans le Sahel, donc il y a une série de pays en conflit qui prend en pile dans l'argent humanitaire. Alors, gros truc de côté fait, vous avez dit que la plupart des besoins humanitaires en Haïti sont chroniques. Une aide d'urgence est nécessaire pour répondre aux besoins des plus vulnérables. Qui côté nous y a avec l'aide d'urgence, ça, je dis? Donc, Haïti, ce n'est pas un pays en guerre. Haïti, ce n'est pas un pays en conflit. Et Haïti, depuis 5 ans, ce n'est pas un pays qui connaît un gros désastre naturel. Donc presque tout besoin humanitaire qu'il a, il est créé par l'homme. C'est les crises sociopolitiques essentiellement, plus certains facteurs économiques. Donc en Haïti, la plupart des besoins, et c'est ça, j'en parlais, me relaie ça zone grise. Oui. Zone grise parce que c'est besoins humanitaires chroniques. Donc non besoin humanitaire, il y a besoin humanitaire qui nécessitait aide d'urgence. Si il y a un cyclone, nous avons besoin de sauver vie. Oui. Il y a vraiment un problème, nous avons besoin de sauver vie. Ça, c'est l'aide humanitaire d'urgence. Dans une situation tant qu'Haïti a rencontré à Nessa, presque tout besoin, il y a besoin chronique. Donc, aide d'urgence lorsque nécessaire, mais le reste c'est pour nous mélanger approche humanitaire avec approche développement. C'est ça, nous relais le nexus. Non, dans le jargon pas nous relais ça nexus humanitaire développement. Leur partenaire humanitaire a délivré aide, c'est pas pour faire distribution, anti-distribution. Haïti pas besoin de charité, Haïti pas aimer charité. Haïtiens ils pas aimer charité. Haïti Haïtiens ils veulent solutions. Ils veulent solutions pour avancer avec vie, pour continuer activité économique, il y a start anti-business, il y a envoyer tout le monde à l'école, il y a besoin en borade pour avancer. Donc, partenaires humanitaires, Jean, il y a délivré le programme, c'est pour construire ça tout. Ça nous les résiliences, il construit ça tout. Si on fait distribution, lorsque nécessaire, c'est utile, mais si on peut s'en passer, c'est les plus bon pour nous investir dans le monde. Après ça, acteur développement qui a travaillé sur plus moyen terme, plus long terme, qui a apporté solutions de développement, qui a essayé de régler problèmes. C'est là, 2 acteurs SAIO ont besoin de travailler ensemble. Donc c'est ça nous relève le Nexus. Si on prend un ou deux exemples sur Nexus ça en Haïti, problème insécurité alimentaire, c'est un problème qui gagne cause. Il gagne cause structurelle, qui est lié à question commerce international, qui est lié à question des tarifs,
En Haïti, les tarifs d'importation, les tarifs douaniers sont extrêmement, extrêmement bas pour des raisons, des décisions politiques, commerciales qui ont été prises il y a une quinzaine d'années. Ce sont des tarifs très bas par rapport à ceux de la CARICOM, par exemple. Donc, il y a une question tarif qui est expliquée, question protection de l'agriculture. Il y a une question développement agricole, et en question des chaînes de valeur agricole, la transformation des produits agricoles, les investissements dans l'agriculture, etc. Après ça, il y a une question du pouvoir d'achat des gens, le pouvoir d'achat, la valeur de la monnaie, etc., l'inflation. Donc, c'est toute une série de bagailles qui expliquent l'insécurité alimentaire. Donc, si vous voulez attaquer le problème d'insécurité alimentaire, ça, c'est pas seulement distribution qui vous faites, c'est distribution lorsque nécessaire, c'est construire résilience mondiale, mais surtout, c'est pour apporter solutions sous problème qui créent l'insécurité alimentaire. Mais dans le contexte d'insécurité, on ne peut pas circuler, produits ne pas sauter d'un point à l'autre, et activité gangio dans le pays, tout ça, tout joué, non? Et ben nous, ça nous est là en termes de sécurité alimentaire, non? D'accord à vous. Mais donc, au même moment, on est en situation de crise, en situation humanitaire, nous avons besoin de répondre, nous avons besoin de travailler sur la question accès humanitaire, ça vous mentionnez là, il est très important, nous avons l'accès humanitaire. Et Kounian a préparé, a fait plan de contingence pour ANESA. ANESA, potentiellement, des cas très très difficiles, situation électorale, potentiellement violence, potentiellement cyclone, potentiellement deuxième vague, troisième vague Covid. Ça, c'est possible scénario, mais espérez pas arriver. Mais si vous arrivez pour délivrer aide humanitaire, situation cas difficile dans fin d'année. Mais ça dit nous qui ça, et on paye pas en guerre, et puis ces tableaux ça nous là en Haïti. Ça vous dit quoi? Pas dire rien. C'est une particularité. Chaque fois, on a parlé sous ça. On a fait lancement humanitaire, on a fait plusieurs réunions avec États membres, bagaille ça yo. L'expression utilisée, c'est les chiffres que nous présentons sous situation humanitaire, ça pas normal, c'est pas un pays en guerre, ce sont des chiffres de pays en guerre. Nous, Haïti, c'est au milieu de la Caraïbe, au milieu de la Caraïbe. Si on prend chiffre insécurité alimentaire, à peu près 40% de la population. Si on prend chiffre insécurité alimentaire de pays en conflit, tant qu'au Sud-Soudan et République centrafricaine, il y a 45-48%. Pas trop loin. Hein? Pas trop loin. Donc Haïti, ce sont les problèmes structurels, historiques, chroniques, récurrents, qui créent situation ça. Mais appel nous lancé, M. Jean-Mars, vous lancé un appel à la communauté internationale là. Il y a un engagement qui prend, et si engagement vous prenez, à quel niveau comment c'est manifesté? Donc, j'en ai dit, il y a une pression fiscale, il y a une pression sur les bailleurs de fonds à cause de pandémie globale. Hein. Donc ça, c'est en contrainte. Ensuite, en Haïti, en moyenne, sur les 10 dernières années, bailleurs de fonds ils ont investi 1 milliard par an. 1 milliard par an. 1 milliard, il est investi de différentes façons, selon la conjoncture. Partie dans ça, il y a aller dans appui budgétaire direct, de temps en temps. Partie dans ça, il y a aller dans projet d'infrastructure, infrastructure sociale, etc. Et aide humanitaire. Si une monte, l'autre descend. C'est même, plus ou moins, c'est même milliard. Donc, ANESA a plus besoin humanitaire, ANESA a une difficulté politique, etc. Donc, Napoué, beaucoup connaissent, mais Napoué qui est bailleur de fonds, on a discuté avec tout bailleur de fonds, à distribuer ressources à eux. Il y a un développement qui est arrivé en 2020, qui est très positif et très intéressant, mais qui est aussi dans l'autre pays fragile. C'est institutions financières internationales tant qu'aux banques mondiales, tant qu'aux banques interaméricaines de développement, graduellement, dans pays fragiles, pays qui ont une situation difficile, y compris situation humanitaire, ils ont commencé à investir ressources dans fragilité. Oui. Ils ont commencé à investir ressources. Donc, ils ont parlé de ça aide humanitaire, mais ils ont commencé à investir ressources dans un domaine côté ils n'ont pas de quoi investi avant. Donc, en Haïti, il y a un montant significatif qui était investi l'année dernière à travers l'État et avec partenariat avec les Nations Unies
pour les filets sociaux de base, des programmes de transfert de cash pour populations qui sont plus vulnérables. Donc ça a augmenté réponse que nous gagnons pour situation humanitaire. Parfait. Alors, ce maintenant, il y a un confrère de la presse qui relayait les paroles du président dominicain, Luis Abinadel, selon ça le précisé, Haïti pas trop présent dans l'agenda international là, tenant compte de tout problème. Le pays, on connaît surtout avec la question Covid-19 là, il a cherché un bourrade pour aider le construire l'hôpital sous frontière. Et il y a un partenaire qui dit qu'il n'est pas intéressé parce que pour l'expérience qu'on fait en Haïti, ça n'a pas toujours marché. Il n'y a pas quoi il autant qu'un bourrade. Ça veut dire que ça, est-ce que là, il n'y a pas lieu d'être inquiet? Donc, premièrement, relation binationale très très importante pour deux pays. C'est un oiseau deux ailes, oui, et un oiseau deux ailes. Donc, il y a un pile problème, il y a un pile opportunité qui commune aux deux pays. Et donc, récemment, il y a un contact bilatéraux positif, il y a aussi une déclaration, il y a un pile potentiel, un pile opportunité à conjoncture ça. Je ne vais pas parler pour Dominicain, mais je connais, il y a suivre la situation en Haïti de manière très, très proche. Haïti assez haut dans l'agenda international, le Conseil de sécurité toujours impliqué avec Haïti. Le Conseil de sécurité était publié moi ça en statement présidentiel qui n'est pas de fait depuis 2017, donc agenda toujours là dans l'agenda international. Après ça, il y a une déclaration pour construction hôpitaux avec appui dominicain en Haïti. Ça, c'est un bagaille. Pour nous, Nations Unies, ça n'a conseillé, nous conseiller, c'est pour garder plusieurs options. Construction hôpital, c'est une option, mais renforcement des systèmes de santé, c'est l'autre option. Il y a un hôpital qui a été construit en Haïti qui est toujours vide, qui n'a pas fonctionné, parce que pas un système pour faire le fonctionner. Personnel, paiement, approvisionnement, maintenance. L'hôpital, ce n'est pas un bâtiment, l'hôpital, c'est un écosystème. Donc, ça nous conseillait avec l'Organisation mondiale de la santé, c'est pour y garder plusieurs options avant de décider de construire l'hôpital. Nous relayons, il y a un pile éléphant blanc en Haïti, nous relayons ça éléphant blanc. Il y a un pile éléphant blanc, projet qui était fait, impressionnant, infrastructure, mais après ça, il n'a pas vraiment fonctionné parce que pas un écosystème qui a supporté. Face à un tableau aussi sombre, vous estimez les réalistes pour nous croire que Haïti a atteint l'ODD d'ici 2030? Bon, ODD, c'est un rêve. C'est un rêve universel, c'est un rêve qui est appliqué à tout pays. Ce n'est pas seulement pays pauvres, c'est un agenda qui concernait tout pays, y compris pays riches. Donc chaque pays a avancé à rythme pali, chaque pays a un contexte pali, chaque pays a une contrainte pali. Ça qui est important, c'est pour le sens de la direction et les efforts. Ouais. Après ça, le point de départ d'Haïti, le baseline est bas pour certains indicateurs. Il y a certains indicateurs qui ont été un progrès, mais d'une manière générale, Haïti part d'assez bas. Mais ce qui est important, c'est le sens de la direction. Nous devons faire tout effort pour avancer avec ODDO. Il y a plusieurs opportunités actuellement pour nous intégrer ODDO plus fort dans la planification nationale. Donc, il y a un processus actuellement de révision de PSDH, le plan stratégique de développement d'Haïti, qui était fait en 2012 avant ODDO existait. Donc, il y a plan ça, il y a prévisionnel. L'État a prévisé. Donc, c'est une bonne opportunité pour intégrer ODD prioritaires que le gouvernement voulait focus pour appuyer la mise en œuvre de ODD. Oui, mais il y a prévisé plan stratégique là, c'est vrai, mais on dit nous faut faire effort. Entre ça dans plan, certains documents et ça qu'a fait sur le terrain, il y a des gens qui ont une inadéquation et c'est ça que fait. Il y a une inquiétude quand tu arrives à atteindre l'objectif de développement durable d'ici 2030. D'accord. Donc il y a une inadéquation, donc ça revient à nous tous dans le même bateau, c'est un cercle vicieux. Donc si nous avons indiqué une série de pistes pour nous avancer, c'est meilleure articulation entre priorité nationale
et aide, ou bien l'autre investissement. Oui. Et c'est le pilotage par l'État qui est très important, le pilotage par l'État. Au besoin, il faut un pilote dans l'avion. Le pilote dans l'avion, c'est le gouvernement haïtien. Donc, il y a un effort qui peut faire pour une meilleure articulation entre tout projet qui fait dans le pays avec vision nationale, priorité nationale. Là, il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail de pilotage par l'État. Ça, c'est un chantier qui est très important. Ensuite, ça m'était parlé tantôt, c'est le pilotage des politiques publiques. Gain politique publique en Haïti, je prends toujours l'exemple de la protection sociale. C'est pour nous faire tout effort pour nous aligner derrière ça. Il y a un pile projet en Haïti, petit projet. Donc c'est pour un effort qui est fait par partenariat, mais encore avec pilotage, au besoin de pilotage, c'est pas un pilotage, c'est pas un leadership, c'est pas une appropriation nationale, c'est difficile. Pour l'autre acteur, ils ont senti en confiance, ils ont senti qu'il y a une bonne relation, etc. Ils ont aligné effort. Donc c'est un challenge. Mais si nous pas essayé ça, pas contre pour que ça nous là. Enfin, là, nous sommes d'accord que Haïti, c'est quand même parmi les mauvais élèves de la classe là, la question au DDO. Ou rencontrer acteurs dans la société civile, secteur privé, autorité dans l'État. Par rapport à ça, là, comme réalité, comme situation, dit d'ailleurs, il y a plusieurs émissions qui ont participé, il y a plusieurs interventions publiques, à la main. Ou estimez qu'il y a certaines volontés, ou bien volonté certaine, bon côté acteurs, société civile, l'État, pour nous sortir dans ce milieu-là? Ça me sentit, c'est qu'il y a un niveau de fatigue qui est impressionnant. Moun yo bouqué, moun yo aimé pays. Alors, pas de population? Haïtien. Moun yo aimé pays. Ils auraient aimé valeur pays, ils auraient aimé. Voilà. Après ça, ils ont un petit sentiment de désespoir avec ça qui passait dans le pays. Donc ça, c'est un bagage me senti. L'autre bagage me senti, il y a une pile énergie, une pile opportunité dans le pays. Il y a une jeunesse, oui. Il y a une démographie, non pas de parler sur ça, démographie n'a pas avancé en Haïti. En pile jeune. Jeunes, ils n'ont pas de connaît avant 86. Oui. Jeunes, ils n'ont pas de connaît avant. Ça, jeunes, ils connaissent ces périodes, il y a Bif Kounia. Kounia, il y a Instagram, il y a TikTok, il connaît ça qui a passé dans le monde. Oui. Il y a sur les réseaux sociaux, il y a ça qui a passé dans le monde et il y a côté Haïti à camper. Donc, il y a une énergie de monde qui voulait avancer. Après ça, dans le secteur privé, dans la société civile, il y a un pile monde qui a un pile idée. Le monde qui a une idée d'investissement, d'opportunités économiques, la richesse culturelle du pays, un pile énergie qui a bouillonné. Donc, il faut casser ce nœud gordien qui fait que le pays n'avance pas, parce qu'il y a tellement d'énergie dans ce pays. Maintenant, pour casser ce nœud gordien, et c'est ça le problème là, vous parlez d'un peu d'énergie, nous avons une jeunesse comme force, vous parlez d'un peu d'opportunité, mais qui ça manque pour casser le nœud gordien? C'est un problème de leadership? Bon, c'est ça moi-même relayer les causes, oui, les causes qui expliquent. Un spécialiste là-dedans, il y a un pile intellectuel, un pile livre qui est écrit sur ça, mais il y a le modèle économique, Marassa, corruption, impunité, peut-être le modèle politique, etc., qui expliquait. Et puis l'histoire particulière d'Haïti. Haïti a une histoire très, très particulière aussi. Donc c'est un pays qui a une histoire, une culture unique, qui a, dans une certaine mesure, au niveau de l'intégration régionale, et peut-être toujours resté un peu à côté. Donc il y a des facteurs spécifiques à Haïti qui fait que Haïti a avancé à son rythme. Voilà. Donc, mais c'est aux Haïtiens aussi à régler, à trouver la solution à leur futur. On parlait de l'avancée dans le rythme, ça, il y a un rythme quand même qui dérangeait, un rythme qui fait problème, un rythme qui fait que 4,4 millions, je dis, question sur la sécurité alimentaire, quantité de monde qui est dans l'extrême pauvreté à presque 40-50%. C'est ça, un rythme comme ça, vraiment, qui, si on pour nous être capable de renverser tendance, changer de donne, et c'est ça que nous avons souhaité. Comment arriver là? Oui, si on avait la recette,
si quelqu'un connaissait la recette, je pense qu'il faut s'attaquer aux causes qui créent cette instabilité. Pour arriver à un rythme de stabilité politique, de stabilité macroéconomique qui fait que le pays puisse avancer et que les gens n'aient plus comme pour principal objectif de quitter le pays. Récemment, on a, dans la 11e édition, sur les financements, tu as parlé de renforcer le capital humain. Et même dans le niveau ça, nous avons dit que tableau à sombre. Tableau à sombre. Oui. Bon, c'est même tableau. Capital humain, avec tout ça, nous avons discuté, capital humain, il est là. En pile, 86% des gradués haïtiens, des bachelors et masters, ils ont quitté le pays. 86%. C'est premier, Haïti premier dans le classement mondial pour ça. 86%. Ça veut dire génération entière d'étudiants à quitter le pays. Comment on est capable de penser développement dans un pays avec plus de 86% de monde qui est qualifié et puis pas dans le pays? Voilà. C'est un défi majeur. Et je connais, mais monsieur, non, 86%, il y a un pile qui t'a aimé rester, il aurait aimé payer, il aurait toute opportunité. Mais il y aurait situation, il pensait, il y a un petit monde, il voulait faire en famille, bagaille, insécurité. Il y a trop d'incertitudes. Donc c'est pour nous renverser, c'est pour Haïti, on dit nous, Haïti, pour renverser tendance là. Vous dites Haïti, mais il y a un cap sur vous là qui dit la communauté internationale là, depuis quelques années, a une forte influence dans les gens politiques Haïti a fait. Et surtout les Nations Unies, pointer les Nations Unies du doigt, et dans ce niveau ça. Je crois qu'on parle de responsabilité que les Nations Unies gagnent. Dans les gens, je vous dis, il y a une qualité de support que les Nations Unies bat et qui fait que nous là toujours. Les gens qui font critique comme ça sur nous, ça n'a pas à répondre. Alors, ça va répondre. Un pays ne s'est jamais développé, un pays se développe lui-même, ses amis sont là pour l'aider. C'est tout. C'est ça la réponse. On travaille dans un pile pays dans les Nations Unies. Les Nations Unies nous là pour aider. Les solutions doivent venir du pays. C'est aux Haïtiens à s'asseoir avec d'autres Haïtiens pour dialoguer. Oui, contrat social dans le pays très faible. Relation entre gouvernés et gouvernants très faible. Il y a des gens qui disent qu'il est cassé. Donc c'est Haïtiens eux-mêmes et les amis d'Haïti. Je connais un pile parler qui a fait tout ça, influence, interférence, bagaille. Mais moi-même dis, si Haïtiens ils cherché, ils trouvé solution par eux, les amis sont là pour aider eux. Les amis sont pas là pour décider pour eux. Il y a plus de fois vous estimez, vous remarquez que les amis ont décidé. Bon, on connaît l'influence étrangère en Haïti, oui, il y a une histoire sur ça, oui. Depuis très longtemps, depuis très longtemps, historiquement. Oui. Mais Nations Unies... Le résultat, vous là, tout, oui, ça. Le résultat, là. Oui. Indicateur rouge, je veux dire. Et ça dérange. J'en dis, nous dans le même bateau, mais le pilote est haïtien. Maintenant, au niveau de l'Agence des Nations Unies, qui ça démarche pour aller dans le Cap Vigno, par rapport avec l'appel que nous lançons, par rapport avec ça nous a souhaité faire pour agir en termes de plan de réponse humanitaire. Donc, pour le plan de réponse humanitaire, on a fait tout ça nous capable pour joindre ressources. On a fait plaidoyer avec partenaires PANO, ça c'est une. Après, on a travaillé avec un pile partenaire pour nous commencer à délivrer le programme SAIO. Donc, nous travaillons avec un pile institution nationale impliquée dans le plan ça. Nous avons un système, ici, il y a un pile ministère, un pile institution nationale, il y a un leader dans le secteur SAIO. Il y a un ministère de la Santé pour question de nutrition, ministère de l'Agriculture. Donc, nous travaillons avec tous les partenaires SAIO, OPC, DINEPA, etc. Donc, plaidoyer, préparation des interventions, et puis pour ANESA, on a préparé un plan de contingence en cas de détérioration de la situation. On a déjà pensé en plan de contingence. Oui, pour un comme ça, nous avons toujours besoin de préparer, mais pour ANESA, côté capable de gagner en combinaison de crises sociopolitiques, cyclones, Covid, troisième vague, etc., les variants, on ne va pas dire ça à privé, mais en termes de préparation, nous avons toujours besoin de travail sous scénario. Donc c'est ça, on a fait tout. Dans tout ODD, qui est sous quoi je dis, nous avons un effort qui fait là-dedans. Dans tout ODD, qui est sous quoi que Haïti, quand même, il y a des progrès qui fait. Si nous avons des progrès.
Donc, il y a un indicateur qui était progressé dans ODDIO, dans le domaine santé, un indicateur qui était avancé, santé maternelle et infantile, protection contre certaines maladies, malaria, tuberculose, VIH, il y a un progrès sous ça. Il y a un progrès sous 169 indicateurs. Il y a 17 ODD, il y a 169 indicateurs. Il y a un pile chiffre. Hein. Donc, il y a quelques indicateurs sociaux qui étaient progressés, même genre dans le domaine éducation, plusieurs indicateurs positifs dans le domaine éducation, plusieurs facteurs positifs dans la question de l'eau potable qui étaient augmentés. Donc, le tableau est positif sur certains aspects. Après ça, pour certains ODD pour la faim, grand goût. Donc, nous t'ai parlé de cette situation humanitaire, insécurité alimentaire, donc ça n'a pas trop progressé. Sous question pauvreté extrême, il y a une dégradation, il y a une stagnation, dégradation. Après ça, il y a un pile ODD qui couvrit question environnement, changement climatique, etc., gestion des risques. Ça, c'est un problème majeur, ne pas te parler de tout ça, mais c'est un problème majeur en Haïti. Haïti, c'est un pays qui est très, très exposé. C'est parmi les plus exposés au monde au risque de catastrophe et à l'impact du changement climatique. Donc ça, c'est un dossier gigantesque pour Haïti. Pareil, c'est une question de politique publique, de volonté, d'investissement, etc., d'alignement des efforts. Donc la situation est assez contrastée. Ensuite, il y a un ODD 17. ODD 17, très important, c'est ODD qui a fait Mounchita ensemble pour Combi Développement. Oui. C'est ODD partenariat. Au mois de décembre, avec le ministère de Planification, on a organisé première semaine des ODD autour de l'objectif ODD 17. ODD 17, c'est sur la question d'efficacité du développement, efficacité de l'aide et le financement des ODD. Qui j'en a fait pour nous financer ODDIO. Donc, il y a un peu le travail qui fait de Kounian en initiative nous les cadres intégrés de financement des ODD, cadre intégré de financement des ODD, appuyé par les Nations Unies, avec l'État haïtien et l'autre partenariat, pour nous explorer qui politique publique Haïti besoin pour avancer avec mise en œuvre des ODD et qui j'en a fait pour nous financer. Financement des ODD, premièrement, il doit venir des ressources domestiques. Donc Haïti a une pression fiscale qui est très basse. Mobilisation des ressources domestiques en Haïti 10%, très faible, moins de 10%. Donc c'est faible, y compris par rapport à la région. Donc il y a un effort qui peut faire sous ça. Donc ressources domestiques, ressources de l'aide internationale, mobilisation du secteur privé national et international. Ça nourrit les fintech. Tu as une semaine de fintech. Donc fintech, c'est les nouveaux instruments financiers et la prise de risque. Donc ça, c'est le domaine, par exemple, le monde des assurances, etc. Voilà, donc l'objectif de cadre d'intégrer ça, c'est pour nous réfléchir ensemble sur le financement multi-acteurs des ODD. Alors là, vous parlez de nécessité, vous n'êtes pas capable d'augmenter les recettes publiques de l'État, mais l'État qui peut-être pas une capacité de collecte et puis source de revenus, tout fait d'efforts. Est-ce que là, ça va entraver le développement? Bon, c'est un autre chantier. Nous parlons en chantier. Ça, c'est un autre chantier. C'est la capacité de collecte, c'est la conscience civique des citoyens de payer taxes. Oui. Donc ça revient à la question de l'état de droit, etc., du respect de la loi, la question de l'évasion fiscale, etc. Donc c'est collecte, c'est enforcement. Qui j'en pour faire pour Mounio payer taxes. C'est la question de la transparence sur l'utilisation des revenus, etc. Donc c'est toute la question de la gestion des finances publiques qui est un gros dossier, mais c'est un dossier très important pour que l'État haïtien puisse avoir un budget en augmentation constante. Parfait. Là maintenant, nous te disons, l'ONU qui enquête de 235,6 millions de dollars pour capable porter secours à 40% haïtiens qui sont en situation de sécurité alimentaire, 235,6 millions. Un chiffre assez ambitieux. Côté nous, je veux dire, concrètement, il y a une réponse qui commence à bailler, il y a un engagement qui commence à prendre. Oui.
Donc, communauté, ça n'aurait les communautés des bailleurs de fonds humanitaires en Haïti, c'est seulement quelques pays. Oui. Donc, premier bailleur de fonds humanitaires en Haïti, c'est États-Unis. Deuxième, c'est Union européenne. Troisième, c'est Nations Unies lui-même à travers un mécanisme que nous appelons les SURF, c'est le fonds d'urgence des Nations Unies. Quatrième, c'est Canada. Et ensuite, il y a l'autre pays, il y a le Japon, il y a la France, il y a l'Espagne, etc. On a parlé avec tout le monde. Et puis, Jean Dédia, il y a une Banque mondiale avec BID qui travaille sur la question de filets sociaux. On a parlé avec tout le monde. Il y a un engagement qui prend déjà, engagement qu'il a fait prendre. On a fait plaidoyer. On connaît quel pourcentage de réussite on a besoin d'année ça compte tenu de pandémie globale et pression qui gagne sur le bailleur de fonds. Nous espérer dépasser chiffre pourcentage des dernières années qui était 30-35%. On a fait tout effort. Alors, il y a des confirmations de contributions. Il y a plusieurs bailleurs de fonds qui... Jean t'ai dit, chaque année, bailleurs de fonds, ça y est, en moyenne, il y a $1 milliard. Donc, argent pour répondre à plan ça, l'absorti dans $1 milliard. Ça. Donc, Union européenne, il y a un temps identifié qui proportionne à financer. Il y a annoncé déjà officiellement. États-Unis, il y a toujours bail aide humanitaire en Haïti de manière assez conséquente. Et l'autre, Canada, bail, etc. On a parlé avec tout le monde, il y a une confirmation déjà de contribution et on a continué à faire plaidoyer. Mécanisme de dépenses, c'est comment? Alors, pour l'aide humanitaire en Haïti, généralement dans le monde, il y a un pile qui a passé directement par les Nations Unies, qui travaille en partenariat avec les institutions nationales, mais l'aide humanitaire, c'est vraiment quelque chose où la proportion des fonds à travers les Nations Unies est importante. Tant que vous connaissez en pile l'organisation non gouvernementale internationale qui travaille en Haïti, aussi qui a bénéficié de fonds ça. BID mondial, il travaille avec institutions de l'État, notamment avec FAES. Donc, il y a ça qui a passé par FAES, et ensuite FAES qui a fait accord de partenariat avec les Nations Unies, parce que les Nations Unies ont une capacité de logistique, etc., pour mise en œuvre de l'aide humanitaire. Il y a un sujet qui est les localisations, qui est un sujet en 2016, il y a un sommet humanitaire mondial à Istanbul, en Turquie. Côté sujet localisation prioritaire, c'est comment faire en sorte que les organisations nationales, communautés, organisations de base, oui, organisations non haïtiennes, organisations locales, qui a bénéficié de financement directement de bailleurs de fonds. Pour qu'on y a au niveau mondial, mais estimé qu'en Haïti, peut-être c'est le même chiffre-là, il y a seulement 1%. 1% de l'aide humanitaire internationale allait directement de bailleurs de fonds à organisations nationales. Et donc, plus gros partie dans l'aide humanitaire a passé à travers organisations Nations Unies, organisations non gouvernementales. Donc, c'est un débat qui cap arrivé connu en Haïti. C'est pas 1%, c'est pas normal. Nous avons besoin d'appuyer l'organisation nationale. Nous avons besoin de construire, nous avons besoin de renforcer, nous avons besoin d'assurer qu'il y a un système de dépenses, etc., transparent, qui fait que les bailleurs de fonds sont à l'aise. Comme ça, il y a une piste ressource qui peut aller directement à l'organisation. Bon, ça va avoir un impact sur le ménage, parce que, au fait, pendant les dernières années, ça a eu un pile d'argent qui dépensé en Haïti, mais on ne peut pas forcément impacter, on ne peut pas sentir que le touche la population. Les conditions ne sont pas améliorées forcément. On souhaite que le fonds qui va permettre que nous ayons des résultats. D'accord. Pour le bien de la population. Oui, nous là pour ça. Merci infiniment, M. Le Marquis. Merci pour l'invitation. Voilà. Invité nous matin, Bruno Le Marquis, qui est coordonnateur résident Système des Nations Unies en Haïti, représentant et spécial adjoint et secrétaire général des Nations Unies dans le PIA. On dit numéro 2 BINU, mais surtout intéressé aux affaires de développement. Et c'est peut-être ça, c'est autour de ça. Nous avons brassé l'idée avec lui matin. La mise au point sous TNH. Tout avec nous dans la matinée. Bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée, à bientôt.